Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. L'enregistrement est bien en cours, c'est nickel. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se connectent, c'est bien. 13h01, on va commencer d'ici 2-3 minutes, mais je vais en profiter pour faire une petite introduction. Dites-nous sur le chat, en tout cas, si la qualité du son est bien, si vous entendez bien. Il n'y a pas de message dans le chat. Ah si, c'est bon, C'est question-réponse. C'est parfait, ok, Q&A. nickel. Nickel, nickel. Eh ben, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire dédié à la cohérence cardiaque. La première fois que j'ai entendu parler de la cohérence cardiaque, c'était en 2020, en écoutant un podcast. C'est un entrepreneur qui parlait de cette technique de respiration pour gérer son stress. Et en tant que grand stressé, ça m'a forcément interpellé. Le nom de la technique est plutôt intrigante. Que vient faire le cœur dans une histoire de respiration? Alors j'ai commencé à explorer les fondements de cette technique et je me suis aperçu que c'était la technique de respiration la plus étudiée dans la littérature scientifique. Alors pourquoi? Parce qu'elle repose sur des observations physiologiques du rythme cardiaque et elles sont extrêmement reproductibles d'une personne à une autre. Et je suis ravi donc d'accueillir Caroline Sevouskouch, qui est chercheure en neurophysiologie respiratoire au sein de l'équipe Moods de l'Université Paris-Saclay et au sein de l'INSERM. Et dans ses recherches, elle s'intéresse tout particulièrement aux liens entre cohérence cardiaque, nerfs vagues et système nerveux autonome. Et tout ça pour le traitement de l'anxiété et de la dépression. Caroline va donc vous présenter les avancées scientifiques de la cohérence cardiaque, des mécanismes physiologiques aux nombreux bénéfices pour la santé. Avec nous également Thomas Cantalou. Thomas est médecin psychiatre et il va animer ce webinaire. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat et Thomas les traitera et ils pourront y répondre au fur et à mesure. Merci beaucoup de vous être connectés et Caroline, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Merci à Philippe-Antoine de m'avoir invité pour cette session et puis merci à Thomas. J'espère que que ça vous donnera des informations sur cette pratique, mais surtout sur les mécanismes de cette pratique pour comprendre pourquoi il est vraiment important de respirer à telle fréquence, de telle façon, etc. Donc, voilà, on va voir ça ensemble et puis je répondrai évidemment à vos questions à la fin. Je vais partager mon euh, PowerPoint. Voilà, je pense que vous devez le voir. Et donc, voilà, je fais effectivement partie de l'équipe Moods à l'hôpital Bicêtre et on regarde ce lien très important entre nerfs vagues et santé mentale et comment stimuler le nerf vague. Et donc, une des façons, évidemment, c'est par la cohérence cardiaque. Et je vais vous montrer un petit peu comment. Alors, donc cette pratique évidemment est connue depuis vraiment extrêmement longtemps dans les civilisations orientales. C'est une technique que l'on peut retrouver dans le yoga qui s'appelle pranayama. C'est vraiment une façon de respirer un petit peu de différentes façons. Et encore une fois, on va pouvoir voir que selon la respiration, on aura des effets un petit peu différents soit plutôt très basé sur l'activation ou plutôt sur la relaxation. Donc là, simplement ici pour vous montrer que depuis vraiment très très longtemps, pratiquement 2000 ans, on parle de cette respiration, de comment il faut adapter son souffle. Et surtout, là, je voulais vous montrer que donc il y a 2000 ans, on commençait déjà à
décrire que la respiration pourra avoir une influence sur des centres de perception nerveuse dans le corps humain, c'est-à-dire qu'on va avoir des effets physiologiques, c'est-à-dire tout d'abord ce qu'on appelle descendant, donc vers les organes, et ensuite suivi d'effets psychiques, ce qui veut dire qu'en fait, on va d'abord avoir une modification au niveau des organes et on va le voir par le nerf vague, par les fibres descendantes vers les organes, et ensuite, il va y avoir une activation de fibres qui remontent vers le cerveau pour avoir des effets psychiques. Et ainsi, on va préparer notre esprit euh, aussi à des actes d'attention, c'est-à-dire que cette technique n'est pas une relaxation vraiment passive où on ne fait que dans le calme et de l'endormissement. Au contraire, on va se préparer à l'action, on va se préparer à mieux se rendre compte de ce qui se passe dans l'environnement et on va pouvoir agir en conséquence. Donc ça, c'est vraiment important de bien voir ça. Alors, euh, c'est quand même arrivé dans les civilisations occidentales bien longtemps après, hein, à partir des années 1800, mais c'est vraiment à partir des années 1900, milieu des années 1900, qu'on a commencé vraiment à en parler un petit peu plus au niveau d'études scientifiques. Donc, Philippe Antoine a raison de dire que c'est vraiment une des pratiques où il y a le plus de publications, et c'est important parce que ça montre qu'en fait, on essaye de comprendre les mécanismes, de comprendre pourquoi ça marche. Et effectivement, il y a la conjonction de beaucoup de mécanismes pour arriver à ce phénomène-là. Je vais vous en parler un petit peu. Je vais essayer d'être assez, quand même assez général. Il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je vais vous présenter. Et en gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, cette respiration lente et profonde va avoir euh, en fait comme origine une augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, je vous mets cette petite animation de cœur qui palpite, qu'on voit partout. Voilà, ça palpite de façon régulière. Bon, or, ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit trop régulier. Parce que, en fait, le cœur doit s'adapter à plein de choses, d'événements extérieurs qui vont faire, par exemple, monter la pression artérielle. Et il faut que le cœur puisse réagir très, très rapidement en compensant cela, et notamment par le nerf vague. Donc, ce qu'on veut, c'est que le cœur ne soit pas un métronome. Et on va regarder ça ensemble. Je me permets de t'interrompre, Caroline. C'est Oui. vrai que les techniques de respiration, c'est quelque chose qu'on prescrit largement, nous, en psychiatrie, et on ne fait pas forcément le lien avec les patients sur la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est quelque chose qui est assez répandu aux États-Unis. Il y a plein de gens qui savent ce que c'est. Est-ce que tu peux, enfin, tu vas nous le dire, nous en dire plus sur justement la variabilité de la fréquence cardiaque? Oui, alors je vais effectivement décrire ça. C'est vrai que c'est très important de bien comprendre ça pour comprendre en fait quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans la cohérence cardiaque. Et donc, si on ne comprend pas ce que c'est exactement une variabilité de fréquence cardiaque, c'est un petit peu, ça serait un petit peu plus compliqué. Donc, je vais vous faire une petite animation avec ici un électrocardiogramme que vous pouvez voir avec les battements cardiaques. Alors typiquement, ces battements-là, vous les voyez, les pics sont appelés des pics R. Donc en fait, on va regarder l'intervalle de temps qui se trouve entre chaque pic R. Et on va regarder vraiment si cet intervalle de temps va varier d'un intervalle à l'autre. C'est vraiment ça qui est le plus important. Donc, par exemple, ici, je vous fais un petit exemple. Par exemple, ce premier intervalle, il est à 980 millisecondes. Donc, vous voyez ici le petit point violet qui correspond. Et puis, le suivant, il ne faut pas qu'il soit à 980 encore. Donc, comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait une variabilité, pas trop grande non plus, mais voilà. Donc, par exemple, 920 ici, donc vous voyez le point gris, et puis 1000, et puis 910, 960, 900, 900. Voilà, c'est un exemple, mais c'est pour vous montrer que, en fait, ce qu'on veut, c'est voir que d'un intervalle RR
à l'autre, le temps se modifie. Et si là c'est un signal d'un intervalle de temps, on peut le transformer pour que ce soit un battement par minute et donc une fréquence cardiaque qui est en miroir de cet intervalle de temps, évidemment, puisque si un intervalle de temps est plus petit, la fréquence cardiaque va augmenter. Et donc c'est vraiment ça qu'on va regarder. Ça, c'est cette fréquence cardiaque. Quand on parle de variabilité de la fréquence cardiaque, en fait, on va regarder que d'un point à un autre, on ait une modification. Il ne faut pas que ce soit plat. Quand c'est plat, ça veut dire que le système nerveux autonome ne marche pas très bien. Donc, on va regarder un petit peu comment on fait pour pouvoir voir toutes ces modifications et cette variabilité de la fréquence cardiaque. Et on a ici un exemple là de la fréquence cardiaque. Vous voyez, elle se modifie petit à petit, comme ça. On a des petites oscillations et puis on a des plus grandes oscillations qui sont ici. Donc on va commencer à parler de cette grande oscillation-là, qui est ici, que je vous ai marqué un petit peu en orange. C'est une oscillation qui est relativement ce qu'on appelle de basse fréquence, c'est-à-dire qu'on va avoir des oscillations voilà, à peu près toutes les 10 secondes. Et 10 secondes, une oscillation par 10 secondes, ça correspond à 0,1 par seconde, ça veut dire 0,1 Hz. Donc si on transforme ce signal en fréquence, eh ben, on va avoir ici un pic qui correspond à l'amplitude de ces oscillations marron, qui va être à 0,1 Hz et qui va être en fait toujours à la même place, à 0,1 Hz. Celle-ci ne varie pas. Ça, c'est très important pour la suite. Donc ces oscillations qui ne varient pas, qui sont à 0,1 Hz, donc toutes les 10 secondes, elles sont dues à ce qu'on appelle, c'est un phénomène très connu dans le monde scientifique sur la physiologie cardiovasculaire, c'est la résonance du baroréflexe. Alors déjà, on va voir ce que c'est que le baroréflexe. Donc, en fait, le baroréflexe, c'est quelque chose d'hyper important pour l'organisme parce que c'est ce qui va faire que le cœur va pouvoir, comme je vous disais un petit peu au début, se modifier à chaque événement extérieur qui va se passer. Donc, notamment à partir du cerveau, il y a un nerf qui est donc le nerf dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui est le nerf vague, qui contient dedans des fibres qu'on appelle parasympathiques. Ce nerf vague arrive au niveau du cœur et va faire en sorte qu'il y ait une diminution de la fréquence cardiaque. C'est quelque chose qui est qui va diminuer et apaiser la fréquence cardiaque. Et puis, on a un autre système, le pendant, puisque c'est toujours une balance en fait de fibres qui sont sympathiques, qui, elles, activent la fréquence cardiaque, qui augmente la fréquence cardiaque. Et donc, on a toujours une balance entre ces deux-là et le nerf sympathique va agir de façon assez lente, mais le nerf vague va être là, lui, pour toujours compenser. Dès que le sympathique va augmenter, le vague joue son rôle pour diminuer la fréquence cardiaque et inversement. Donc, c'est vraiment ce nerf vague qui est qui est plus important parce qu'il agit très vite. Et en fait, ce qui se passe, donc le baroréflexe, qu'est-ce que c'est? En fait, quand on a une hypertension, ça veut dire qu'on a une augmentation de la pression artérielle, on va avoir des fibres qui vont ressentir cette augmentation de pression artérielle, qui vont amener des informations au niveau du cerveau. Et pour compenser, il va y avoir deux choses. Déjà, on va avoir une activation vagale, donc pour diminuer la fréquence cardiaque, et également en parallèle on a un blocage sympathique. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir notamment une diminution de la fréquence cardiaque, on va aussi jouer au niveau des vaisseaux, mais tout ceci va permettre de compenser l'hypertension de départ. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, ce baroréflexe, c'est ça. Quand on a une modification de pression artérielle,
on va avoir très rapidement une modification en miroir pour compenser de la fréquence cardiaque. Voilà, ça c'est le baroréflexe en général. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la résonance du baroréflexe? Alors la résonance du baroréflexe, c'est ce diagramme que je vais essayer de vous expliquer de la façon la plus simple possible, même si c'est quand même un petit peu compliqué. Alors, quand on a un stimulus qui va faire augmenter la fréquence cardiaque qui est ici. Quand on a ça, on va avoir, parce que la fréquence cardiaque augmente, on va avoir une modification de la pression artérielle. La pression artérielle va augmenter également, mais elle ne va pas augmenter tout de suite. Il y a une inertie qu'on appelle vasculaire, parce que c'est vraiment mécanique, au niveau des vaisseaux, qui va être de 5 secondes. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, comme on l'a vu, si on a cette augmentation de pression artérielle, très rapidement, par le baroréflexe, on a, pour compenser, une diminution de la fréquence cardiaque. Ça, c'est très rapide. Alors, de nouveau, si on a une diminution de la fréquence cardiaque, on va avoir un effet au niveau de la pression artérielle, mais que après 5 secondes. De nouveau, cette modification de pression artérielle joue sur la fréquence cardiaque très rapidement, et ainsi de suite. 5 secondes, très rapide, 5 secondes, très rapide, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que avec un stimulus de départ, on va avoir en fait des oscillations cardiaques à cause du baroréflexe, avec des 5 secondes de délai et des choses très rapides. Et en fait, on voit que ces oscillations, eh bien, elles vont durer 10 secondes chacune. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Une oscillation toutes les 10 secondes, ça veut dire 0,1 par seconde, et ça veut dire que c'est égal à 0,1 Hz. Et ce sont ces oscillations que l'on voit ici à cause du baroréflexe. Donc ça, c'est ce qu'on voit de façon fixe, toujours à 0,1 Hz. On pourra en reparler après. Et celle-ci ne varie pas. Ça, c'est une des premières oscillations. Et puis les autres oscillations qu'on peut voir, c'est ces toutes petites oscillations très rapides ici que j'ai marquées en rouge, qui sont beaucoup plus rapides, comme vous voyez. Chaque oscillation va durer vraiment 1 seconde ou 2 par rapport aux autres qui sont à 10 secondes. Et ici, c'est un exemple à 0,25 Hz. On va le retrouver ici, cette oscillation à 0,25 Hz, mais elle peut varier. Ça peut être un petit peu après, ça peut être un petit peu avant. Cette fréquence, elle peut varier. Et en fait, ce pic-là, qui représente ces oscillations très rapides, elle s'appelle ASR en français. Ça veut dire arythmie sinusale respiratoire. Ça veut dire que ce sont des modifications sur le cœur par la respiration. Et en fait, c'est pour ça qu'elle varie, parce que en fait, elle représente la fréquence respiratoire. À chaque fois qu'on a un cycle respiratoire, une fréquence respiratoire, on va avoir ce pic à la même fréquence respiratoire. Alors pourquoi? Très rapidement, simplement, quand on est à l'inspiration, on va avoir une inhibition des fibres vagales dont je vous ai parlé, des fibres qui descendent vers le cœur, qui normalement jouent leur rôle de compensation de la fréquence cardiaque pour que cette fréquence cardiaque ne soit pas trop haute. Là, elle ne peut plus jouer, et donc on a une augmentation de la fréquence cardiaque à l'inspiration, et au contraire à l'expiration, et c'est pour ça que l'expiration va être très importante. À l'expiration, on a une activation de ces fibres vagales par les neurones directement au niveau du cerveau, de ces neurones post-inspiratoires ou expiratoires, qui vont jouer sur ces fibres vagales et donc libérer le neurotransmetteur, qui est ici l'acétylcholine, pour diminuer la fréquence cardiaque. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être en lien avec la respiration. Et donc, on a ici ce qu'on appelle la variabilité cardiaque qu'on peut
divisé en deux, des oscillations à basse fréquence, low frequency, qui est due à la résonance du baroréflexe, des oscillations de haute fréquence qui sont dues à l'arythmie sinusale respiratoire. Et encore une fois, tout ceci est vraiment sous la fonction vagale, puisque lorsqu'on bloque le nerf vague de façon pharmacologique, on peut voir que même s'il y a de la respiration et des cycles respiratoires, il n'y a plus d'oscillation ici de la fréquence cardiaque lorsqu'on bloque le nerf vague. Et donc cette variabilité cardiaque, alors la variabilité de la fréquence cardiaque, est majoritairement d'origine vagale, et donc ce sont ces petites oscillations que l'on peut voir, toutes petites de haute fréquence et les grandes ici de moins grande fréquence. Alors, pourquoi c'est important d'avoir une variabilité de la fréquence cardiaque la plus haute possible, en tout cas assez haute? Eh bien, tout simplement parce que cette variabilité de fréquence cardiaque, je vous ai mis ici quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, en fait, représente un facteur, un marqueur de survie, ou plutôt là, au contraire, ça va être un marqueur de baisse de la survie chez des patients ici qui font des AVC, ici dans les patients de cancer du sein, donc au départ qui n'a pas de pathologie cardiovasculaire, ou ici avec des chocs septiques liés aussi à de l'inflammation. En fait, on peut voir que chez ces patients, les patients qui ont des variabilités de fréquence cardiaque qui sont basses, le pronostic de ces patients est moins bon, et on a une population de survie qui va diminuer. Donc c'est vraiment très important, parce que dans ces pathologies, on va avoir en fait une inhibition vagale qui fait qui se retrouve dans la variabilité de fréquence cardiaque basse, et qui fait qu'en fait, puisque le nerf vague, qui est très important au niveau du cœur, va être inhibé, on a plus de synchronie avec la partie sympathique, et on va avoir des arythmies au niveau cardiaque qui vont donc en fait être à l'origine de fibrillation ventriculaire et d'infarctus et de mort soudaine. Et notamment, en parlant de ça, un exemple ici pour vous montrer, dans une étude qui date maintenant de quelques années, mais qui représente des patients aux États-Unis qui ont des problèmes donc de santé mentale, donc tout cause, anxiété, dépression, patients bipolaires, etc. Ce qui est très intéressant et important à bien comprendre, c'est qu'en fait, la première cause de mortalité chez ces patients, devant le suicide, accident et puis cancer évidemment, puisqu'on sait bien que le stress favorise l'apparition de cancer, eh bien, en fait, la première cause de décès chez ces patients, ce sont des pathologies qui sont liées au cœur, aux pathologies cardiovasculaires, et notamment à ce déséquilibre sympathique vagal. Alors, du coup, maintenant, l'idée, c'est de se dire comment on peut faire pour augmenter cette variabilité de fréquence cardiaque. Donc, l'augmenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter cette amplitude, en fait. On va essayer d'augmenter cette variabilité d'un intervalle RR à un autre. Eh bien, en fait, on peut le faire par la respiration. Donc, on a vu que l'arythmie sinusale respiratoire, qui est aux alentours de 0,25 Hz quand on a une respiration à peu près de 15 par minute, de 15 cycles respiratoires par minute, eh ben, on va modifier cette respiration pour ramener cette oscillation-là, qui est de très haute fréquence, vers des basses fréquences, et la ramener la plus possible à 0 Hz. Alors pourquoi? Parce que en fait, il y a un phénomène physique qui est très connu, très important.
c'est que si on met en cohérence de phase deux sources d'oscillation avec des fréquences qui au départ ont des fréquences d'oscillation différentes, si on les ramène à la même fréquence, on va créer une interférence ou une résonance. Ça veut dire qu'en fait, l'amplitude qui va en résulter va dépasser la somme de chaque amplitude prise indépendamment. Et donc, en fait, on va tout simplement, c'est pour ça qu'on appelle ça une cohérence cardiaque, on va mettre en cohérence de phase les oscillations dues à la respiration avec les oscillations dues au baroréflexe. Donc, pour cela, on va faire une respiration qui va amener des oscillations à 0,1 Hz. Ça veut dire qu'on va faire une respiration de 6 cycles par minute, donc par 60 secondes. Ça veut dire un cycle toutes les 10 secondes. Et donc, on revient à ces oscillations-là. Un cycle toutes les 10 secondes, ça veut dire 0,1 par seconde. Et quand on est par seconde, c'est des hertz. Donc, ça fait 0,1 Hz et on arrive à se caler là-dessus. Donc, voilà des exemples avec des variabilités de fréquence cardiaque ici. Là, on a la fréquence cardiaque, on la voit. Ici, une respiration plus ou moins spontanée à 15 par minute. On a des petites oscillations. Donc, on a une variabilité de fréquence cardiaque assez basse, mais c'est normal pour une respiration spontanée. La variabilité de fréquence cardiaque est relativement basse. Et puis, quand on diminue cette respiration, on voit qu'on va avoir des oscillations de plus en plus hautes. Alors, voilà ce qui se passe en fait. On a ce pic de l'arythmie respiratoire sinusale qui est à 0,25 Hz quand on est à 15 par minute. Et puis, l'oscillation de résonance à 0,1 Hz. Quand on est ici, on voit que en fait notre pic respiratoire va se modifier, va aller à 0,15 Hz et on voit déjà une augmentation de l'amplitude. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on est en cohérence de phase et en cohérence cardiaque, c'est-à-dire que l'arythmie respiratoire sinusale a rejoint la résonance du baroréflexe à 0,1 Hz. Vous voyez ici les unités. On a une augmentation dans l'amplitude extrêmement importante, aux alentours de 8000 par exemple dans ce cas-là, par rapport à quelque chose qui était aux alentours de 300. Donc c'est juste un reflet de cette amplification ici des oscillations cardiaques, donc par la respiration à 6 par minute. On a grandement augmenté la variabilité de la fréquence cardiaque et comme c'est sous influence vagale, ça veut dire qu'on augmente, qu'on stimule les voies vagales, notamment vers le cœur, mais vers d'autres organes aussi. Alors, quelles sont les influences qu'on peut avoir sur cette amplitude d'oscillation? En fait, il y a pas mal de choses qui peuvent influencer. Donc, on a vu ici, ça c'est un joli diagramme pour vous montrer. Ici, en fait, on a la fréquence respiratoire en bas. Et puis ici, on a l'amplitude des oscillations, des changements de fréquence cardiaque. Donc, c'est en battements par minute. Et on peut voir que quand on a, en général, on a à peu près tous une fréquence respiratoire à 10-15 par minute. Et puis, on a des oscillations qui vont être des changements cardiaques, de fréquence cardiaque qui vont être de 5 battements par minute. Et puis, plus on diminue cette fréquence respiratoire, et on voit que, comme on l'a vu, l'amplitude augmente jusqu'à 6. Et puis là, on a un plateau. Et après, soit c'est stable, ou soit ça même rediminue un petit peu. Donc vraiment, c'est le 6 qui est très important parce que, encore une fois, on a mis en cohérence l'arythmie sinusale respiratoire et la résonance du baroréflexe. Si on est un peu avant, un peu après en fréquence respiratoire, on n'a plus cette cohérence et on n'a plus cette
amplitude maximale que l'on peut obtenir. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est important à retenir aussi, quand on fait cette cohérence cardiaque, on a une cohérence, une fréquence respiratoire qui est à 6 par minute. Alors une fréquence respiratoire à 6 par minute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est évidemment très très bas par rapport à une fréquence respiratoire normale qui est en général à 15 en gros. Et donc pour maintenir une bonne ventilation, qui est représentée ici, puisqu'on diminue beaucoup la fréquence respiratoire, il va falloir augmenter le volume contenu au niveau de la cage thoracique. Et donc c'est ce qui est représenté ici. Plus on augmente ce volume thoracique lorsqu'on fait cette respiration lente, et plus l'oscillation sera bonne pour différentes raisons. Non seulement pour maintenir une bonne ventilation, mais aussi parce qu'il y a des récepteurs à l'étirement qui vont participer à la stimulation vagale. Donc plus on augmente le volume thoracique respiratoire, et plus on va avoir une stimulation vagale également. Alors, qu'est-ce qui peut aussi influencer? Là, c'est un exemple, on peut parler de beaucoup d'autres patterns respiratoires. Il faut savoir déjà que il est important d'inspirer par le nez. Alors c'est important pour plusieurs raisons, je vous en montre là juste une, c'est que quand on le fait par le nez, en fait, on a une résistance beaucoup plus importante. Ça veut dire que lorsque on va pouvoir respirer par le nez, tout l'oxygène va être plus important au niveau du sang et de l'organisme. Donc le sang va être mieux oxygéné si on fait une respiration nasale par rapport à une respiration par la bouche. On a aussi une meilleure activation de certaines régions du cerveau. Donc il faut se souvenir que l'inspiration doit se faire par le nez. Et puis là, c'est un pattern, c'est soit on fait une respiration, voilà, 6 par minute. On a ici nos grandes oscillations cardiaques, ça c'est ce qu'on veut. On a augmenté la variabilité de la fréquence cardiaque pendant la cohérence cardiaque. Et puis là, il y a une autre façon de respirer qui est, au lieu de simplement respirer comme ça, on peut alterner de narines entre la gauche et la droite. Donc on peut inspirer à la gauche et puis expirer par la droite, etc. En fait, on voit que là, on a le flux respiratoire, on voit que l'augmentation du flux respiratoire et donc de la cage thoracique va être un petit peu moins bonne. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. On voit que les variabilités, les oscillations cardiaques sont là, mais un petit peu plus basses qu'une respiration naturelle de cohérence cardiaque, hein, qu'on appelle deep breathing en anglais. Donc, voilà, on peut le faire. Maintenant, ça ne change rien, ça ne va pas être meilleur dans le sens de la stimulation vagale. Donc, ça c'est important, c'est cette respiration-là va stimuler le nerf vague et on veut avoir les effets bénéfiques dus à la stimulation du nerf vague. Pour d'autres types de respiration, avec d'autres effets, on peut le faire, mais là, l'idée c'est qu'on respire de façon plus naturelle, pas forcément avec des narines alternées. Alors, on a regardé notamment aussi, donc on a un cycle respiratoire de 10 secondes, comme on a dit, et on peut, à l'intérieur de ces 10 secondes, faire varier. On fait varier le temps de l'inspiration et le temps de l'expiration. Alors, ce que nous, on a montré, et d'autres, c'est que il faut au moins que le temps de l'inspiration soit égal au temps d'expiration. Plutôt, il faut que l'expiration soit au moins égale à l'inspiration. C'est-à-dire que pour avoir un effet maximal sur le nerf vague, il faut que ce temps expiratoire soit au moins de 5 et l'inspiration de 5 secondes, ou l'expiration peut être un petit peu supérieure à l'inspiration, mais jamais l'inspiration supérieure à l'expiration. Après,
on pourra en rediscuter. L'idée, c'est pas non plus d'avoir une expiration extrêmement prolongée. Si on est aux alentours de 5, on a tous les effets bénéfiques au niveau du nerf vague en tout cas. Alors, qu'est-ce qui peut jouer aussi sur ces oscillations, puisque c'est dû au baroréflexe et que c'est dû quand même à une réaction du cœur vers les vaisseaux, etc., que donc on a cette modification au niveau des vaisseaux, bah ça va être aussi sous l'influence de l'âge. Également un petit peu du genre, je vous montre cette étude, pas forcément retrouvée forcément partout, mais quand même, les hommes et les femmes de moins de 50 ans ont une petite différence au niveau vagal. Donc les femmes ont une activation vagale, hein, des fibres vagales qui sont un petit peu plus fonctionnelles, on va dire entre guillemets, ce qui veut dire que quand on regarde l'amplitude des oscillations à la respiration spontanée, on a une amplitude qui est légèrement supérieure chez les femmes jeunes que chez les hommes jeunes, par rapport à hommes et femmes au-dessus de 50 ans, tous à égalité, et en fait on voit que l'oscillation est légèrement plus basse. Ces oscillations en spontané sont aux alentours de 10 battements par minute d'amplitude, hein, de changement. Donc ça c'est vraiment la variation de la fréquence cardiaque. Mais par contre, ce qui est très important à retenir, c'est que quand on est à 6 par minute, en fait, on voit que de toutes les façons, que ce soit chez les femmes, hommes jeunes ou hommes et femmes moins jeunes, on augmente l'amplitude des oscillations de fréquence cardiaque de la même façon, même si on part un petit peu plus bas et qu'on arrive toujours un tout petit peu plus bas, malgré tout, le fait de faire de la cohérence cardiaque va augmenter ces amplitudes cardiaques et donc le nerf vague, la fonction vagale, de toute façon, même chez les personnes un peu moins jeunes. Donc, ne pas hésiter à le faire à tout âge, évidemment. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un nerf vague qui marche bien? Alors, on l'a vu, le nerf vague se projette, enfin les fibres qui descendent du cerveau se projettent, on l'a vu, vers le cœur pour diminuer la fréquence cardiaque, en tout cas la compenser, maintenir la fréquence cardiaque pas trop haute. Eh bien, vous voyez là-dessus, en fait, que le nerf vague en fait se projette sur plein d'autres organes du corps humain et va avoir des fonctions très très importantes. Alors, on a des projections vers la langue, l'œsophage, etc. Ici, vers le tractus gastro-intestinal, et il participe de façon extrêmement importante à la motilité gastro-intestinale. Donc, il faut que le nerf vague marche bien pour avoir une bonne motilité gastro-intestinale. On sait que ça se projette au niveau de la rate et participe à lutter contre l'inflammation. Donc ça aussi, très important. Se projette aussi au niveau du pancréas, par exemple. Donc on va avoir une aide à la libération de l'insuline par le nerf vague. Donc de nouveau, très important que ce nerf vague soit vraiment fonctionnel. Et si on peut par la respiration le faire fonctionner de meilleure manière, eh bien on va avoir des effets bénéfiques sur tous ces organes. Alors, puisque le baroréflexe va marcher de façon idéale, etc., on va avoir des effets notamment sur la pression artérielle. Donc là, je vous montre une étude très intéressante qui est sur des patients qui font des apnées du sommeil. La plupart de ces patients, en fait, ont une hypertension.
Donc, on voit à ce qu'on appelle le baseline que la pression artérielle, ici, va avoir une moyenne à peu près à 130, ce qui est un petit peu haut, ou 140 ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsque on fait pendant plusieurs semaines, ici 6 semaines, 20 minutes tous les jours de cohérence cardiaque, eh bien, on va avoir une diminution très nette de la pression artérielle. Donc, ça ne veut pas dire qu'on enlève tous les médicaments antihypertenseurs. Par contre, ça veut dire que si on pratique régulièrement, on peut imaginer qu'on peut diminuer les doses de prise de médicaments, par exemple. On l'a vu tout à l'heure, il y a des effets au niveau de la rate, notamment pour contrer l'inflammation. Ici, c'est le nerf vague qui va libérer de l'acétylcholine, qui va jouer contre les marqueurs de l'inflammation. Eh bien, une étude a montré qu'un de ces marqueurs d'inflammation, c'est le TNF-alpha, que l'on voit ici. Ici, c'est les niveaux de TNF-alpha au niveau sanguin, au niveau du baseline, c'est-à-dire avant d'avoir pratiqué. Et on peut voir en fait que lorsqu'on l'on fait un mois d'entraînement à la cohérence cardiaque, si on fait par exemple ici dans cette étude 15 minutes par jour, on diminue très fortement le marqueur inflammatoire, donc on diminue l'inflammation, et encore plus, comme vous voyez, au bout de 3 mois. Donc ça, c'est très important de se dire que plus on pratique et plus on a des effets bénéfiques. Là, ce sont des symptômes pour lutter contre des symptômes, donc il faut le faire pendant au moins 15 ou 20 minutes tous les jours. On reviendra dessus à la fin sur les temps à retenir. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est au niveau des organes, c'est-à-dire du cerveau vers les organes par les fibres vagales qui descendent ici au niveau du cœur, par exemple, mais au niveau d'autres organes. Et donc, on a ces oscillations-là. Ce qui est très important aussi à retenir, c'est que puisqu'on a ces oscillations-là de fréquence cardiaque, on a en retour des oscillations de pression artérielle. Et ces oscillations peuvent être perçues directement par certaines régions du cerveau qui vont s'adapter, qui vont s'activer en fonction de ces oscillations. Et puis aussi parce qu'on a des grandes modifications de pression artérielle, on a des capteurs de pression artérielle, comme on l'a vu tout à l'heure pour le baroréflexe, qui vont en fait apporter des informations au niveau du cerveau. Et ces informations vont être transmises, elles aussi, vers des régions qu'on appelle, alors je vous les cite, cortex préfrontal, qui est vraiment c'est un cortex très très important ici, où se situent beaucoup de régions liées à l'émotion, à la gestion de la douleur notamment, de la concentration, etc. Et qui sont en lien avec, j'ai ma souris qui ne marche plus bien, avec le système limbique, dont vous avez peut-être entendu parler, et notamment dedans, il y a l'amygdale qui est le centre de la gestion du stress. Il y a l'hippocampe qui est le centre de la gestion de la mémoire et de l'apprentissage. Donc, par ce biais-là et par cette boucle ici, puisque on maximise la fonction des fibres vagales qui descendent, on a aussi une activation soutenue des fibres vagales qui montent et donc des informations qui vont aller au niveau du cerveau et qui vont permettre d'avoir des effets bénéfiques aussi liés au cerveau. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que on a voilà, des modifications au niveau fonctionnel. Et quelques exemples très rapidement, mais après on peut en parler au niveau des questions. Quelques minutes de cohérence cardiaque vont permettre de diminuer les scores d'anxiété chez des sujets sains, mais qui vont faire une performance soit musicale, soit sportive. Donc on a quelques minutes de pratique et on a des effets qui vont perdurer pendant quelques minutes. Si on veut des effets un peu plus longs, on a ici par exemple une étude qui montre une diminution très importante
Ici, c'est le groupe biofeedback, diminution de l'anxiété chez des étudiants coréens par rapport à pas de traitement ou même de la relaxation musculaire plutôt. Donc, on a des effets qui sont meilleurs que les autres. Ça, c'est important d'avoir des études qui comparent un effet d'une pratique à aucun traitement ou un autre traitement. Et puis ici, c'est un exemple très intéressant de patients bipolaires qui sont atteints soit d'anxiété, soit de dépression. On peut voir que après quelques semaines de pratique de cohérence cardiaque, on a une large diminution des scores d'anxiété et de dépression. Et surtout aussi, on regarde 4 semaines après la fin de la pratique et on peut voir que ces effets sont rémanents, c'est-à-dire qu'ils vont durer pendant encore au moins 4 semaines après la fin de la pratique, ce qui montre que il y a une plasticité au niveau du cerveau par cette pratique pour permettre une meilleure gestion de l'anxiété ou de la dépression. Et puis ici, de la même façon, chez des vétérans, une diminution de la douleur, de l'émotion, de l'hyperactivité et du stress uniquement par cette pratique. Donc, à retenir très rapidement, la cohérence cardiaque, c'est en fait une cohérence de l'influence respiratoire et de la résonance du baroréflexe. On va avoir par ce biais-là, une activation vagale très importante puisque ces influences-là sont dues à la fibre vagale. On va avoir donc des activations et des effets bénéfiques vers les organes, mais aussi vers le cerveau pour avoir une meilleure gestion du stress. Alors, ici, je vous montre une respiration nasale, je vous le rappelle, 6 par minute. Un effet de bien-être pour tout le monde, quelques minutes, 2-3 fois par jour, ça suffit. Si on veut jouer sur un symptôme qui va être transitoire, par exemple juste avant quelque chose de stressant, une prise de sang, quelque chose comme ça, une petite session de 5 minutes juste avant et les effets vont durer 5 ou 10 minutes. Et puis pour des symptômes un peu plus chroniques, un peu plus importants, qui sont vraiment chez des patients qui souffrent de symptômes, là on va avoir des sessions qui vont durer plus longtemps, environ 20 minutes en général, hein, selon les publications, et tous les jours pendant plusieurs semaines. Voilà, là quelques aides à la pratique avec des applications sur iOS ou Android pour les téléphones. Et puis des aides à la pratique aussi au niveau Internet. Vous pouvez retrouver des animations assez simples, notamment que j'ai faites pour vous aider à suivre cette respiration qui doit être vraiment très douce, très ample et surtout pas heurtée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh ben, merci à toi, Caroline, pour ta présentation surtout. On a pas mal de questions qui viennent d'arriver dans le chat, et notamment quand tu as fait tous ces rappels qui sont hyper intéressants. Pour info, vous recevrez le replay de ce webinaire, donc vous allez pouvoir avoir accès de nouveau à la présentation. Alors c'est vrai que dans la pratique courante, on a l'habitude de la prescrire surtout pour l'anxiété, cette technique de respiration qui vise à stimuler la cohérence cardiaque. Finalement, avec ta présentation, on se rend compte que ça peut jouer vraiment dans une myriade de pathologies dans lesquelles le stress est impliqué. Et en fait, dès qu'on va pouvoir activer ce système parasympathique, on va pouvoir améliorer les, les symptômes liés au stress. Alors, il y a plein de questions sur combien de temps exactement faut pratiquer. Est-ce que les 20 minutes par jour, on peut les faire en 2 fois, ou est-ce que c'est un seul bloc? Est-ce que vaut mieux le faire toujours à un moment fixe de la journée, ou est-ce que c'est un peu variable? Est-ce que tu peux nous en dire Ouais. un peu plus là-dessus? Alors, donc, je vous remets cette diapo là parce que ça résume un petit peu tout ça, effectivement. Alors, effectivement, 20 minutes, c'est long. Donc,
ce qui a été montré, encore une fois, là, je vous montre, donc moi, je suis chercheur dans une équipe de santé mentale, mais ce qui est très important pour moi, c'est vraiment les publications scientifiques, ce qui a été prouvé scientifiquement. Et les études ont montré que, par exemple, si on fait au-delà de 20 minutes, les patients ne vont pas être ce qu'on appelle compliants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas le faire. En fait, ils vont abandonner très vite parce que c'est trop. 20 minutes, en général, on peut tenir. On peut très bien les diviser en deux. Ça veut dire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. 20 minutes, c'est pour des symptômes chroniques, c'est-à-dire que si on a extrêmement, parce que ça joue aussi sur la douleur, comme je vous l'ai montré, donc si on a extrêmement mal au dos, par exemple, on peut faire ça 10 minutes et 10 minutes, etc., ou sur des symptômes vraiment d'anxiété diagnostiqués, ou de dépression, par exemple. Sinon, on n'est pas obligé de faire 20 minutes non plus. Si on fait tous les jours, euh, alors j'ai mis 3 minutes ici, bon évidemment si on fait 5 minutes c'est mieux, 5 minutes 3 fois par jour, tous les jours, on aura déjà des effets bénéfiques. Voilà, si on a vraiment des symptômes très lourds, il faut augmenter le temps par jour de la pratique. Alors, après, tu me disais à quel moment, c'est ça? Euh, Moi, j'ai l'habitude de ça le prescrire le soir pour améliorer Voilà, l'endormissement. alors oui, effectivement, le soir, par exemple, on peut le faire parce que ça a été montré aussi. Ça permet d'avoir, en fait, de réduire le moment de l'endormissement. Donc, ce qu'on appelle la latence d'endormissement, c'est-à-dire qu'on s'endort plus vite. Ça va pas forcément avoir des effets énormes sur le sommeil en lui-même, l'architecture du sommeil, mais en tout cas sur la latence d'endormissement, ça a été vraiment prouvé scientifiquement. Donc oui, c'est bien de le faire avant, juste avant de s'endormir. Après, c'est bien si tu es donc dans le lit, puisque c'est juste avant de s'endormir. Si on est complètement à plat, des fois c'est un peu difficile d'augmenter la capacité respiratoire de façon idéale. Donc peut-être se mettre dans ces cas-là un tout petit peu avec les oreillers derrière, soit pour être un petit peu quand même un petit peu penché. Après, moi, dans mon cas personnel, par exemple, ça va être notamment le matin, au moment de la salle de bain, au moment du maquillage, pouf, 3 minutes, pif paf pouf, pendant on fait la cohérence cardiaque. L'idée, c'est de ne pas trop bouger, évidemment, pendant qu'on fait ça. Si on marche de façon importante, par exemple dans la rue, de façon rapide, pardon, ça va être difficile de tenir. Donc, si on est dans le métro, on peut le faire. Donc c'est à vous après d'essayer d'avoir un petit peu des rituels. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on se souviendra de le faire. Donc c'est soit le matin en maquillage, soit à midi juste avant de manger. C'est très bien aussi. Pourquoi? Parce que ça joue sur l'impulsivité. Et donc ça va jouer sur, hein, et ça a été aussi montré sur les addictions à la nourriture, ça va jouer sur le fait que on va pouvoir se maîtriser au niveau du repas pour mieux sentir quand on est à satiété. Donc on peut le faire à ce moment-là. Donc effectivement, c'est à vous après de voir à quel moment vous voulez faire vos rituels. Mais un peu comme un médicament, quoi. Si on veut pas l'oublier, on le prend au début du repas tous les midis. Donc Voilà. c'est un traitement également. Alors il y a plein de questions qui arrivent. On va pas pouvoir toutes les poser. Globalement, il y en a quand même énormément sur la respiration par le nez. Il y a beaucoup de monde qui demande est-ce qu'on peut expirer par le nez ou pas. Il y a eu un élément de réponse sur l'inspiration, mais beaucoup de gens demandent si on peut expirer aussi par le nez. Est-ce que ça a un intérêt majeur ou est-ce que ça change grand-chose, l'expiration? Ça ne change rien. Ok. Là, tout ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il faut que l'expiration soit vraiment un relâchement. Surtout pas une expiration forcée parce que là, on perd la cohérence et on va activer le sympathique au contraire. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Et par contre, ça ne change rien. Ce qui va changer, c'est vraiment dans l'inspiration, parce que euh,
voilà, quand on fait par le nez, on va avoir alors je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, mais on va avoir des activations au niveau du cortex piriforme et les informations vont être transmises de façon bien meilleure quand on fait un électroencéphalogramme à ce moment-là, puisque ça a été montré, respiration nasale ou par la bouche. Par la respiration nasale, on a des activations qui sont bien meilleures que par la je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon sens, mais les activations sont meilleures par le nez que par la bouche. Ok. Voilà. Et Mais après, tu as dit quelque chose d'intéressant là dans ta réponse aussi. Tu as parlé d'expiration forcée, que c'était quelque chose à proscrire parce que ça allait activer le système sympathique, donc tout ce qu'on veut pas. Il y a des personnes qui demandent dans le chat, est-ce qu'il faut marquer des temps d'apnée? On sait qu'il y a plein de rythmes de respiration qui existent. Qu'est-ce que dit la science, grosso modo, si on veut rester simple et si on veut pouvoir conseiller ses proches, ses patients, son entourage sur ce qui est de plus efficace? alors, je vais parler de ce que dit la science et de ce que moi-même j'ai expérimenté. Donc, ce que dit la science, c'est que, évidemment, il y a plein de types de respiration possibles. Donc, ce qu'on appelle en carré, donc avec une pause au milieu, notamment, c'est très utilisé dans le yoga. Ça a d'autres effets. Nous, ce qu'on veut, c'est une stimulation vagale avec une cohérence qu'on ne perde pas. Si on fait, et là c'est ce que moi j'ai expérimenté avec mon équipement d'électrocardiogramme à moi, quand j'ai fait la cohérence cardiaque moi-même, ça se voit très bien que quand on fait une pause, on perd la cohérence et on perd les oscillations qui deviennent beaucoup moins amples au fur et à mesure. Donc il vaut mieux, si on veut avoir un nerf vague bien stimulé, il vaut mieux ne pas faire cette pause au milieu, faire 5 et 5. On a fait aussi dans l'étude où je vous ai montré avec le temps d'inspiration et d'expiration, il y avait une petite partie aussi avec une mini temps de pause. Ça ne change absolument rien de faire ce mini temps de pause. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelque chose de très régulier, avec une inspiration régulière, surtout pas forcée trop non plus au début pour tenir 5 secondes, et une expiration très douce à la fin. La pause au milieu, on perd la cohérence. Ça peut se faire pour d'autres types de respiration, mais pas pour la cohérence cardiaque dans la vue de stimuler le nerf vague. Ok. Hyper pertinent. On arrive à la fameuse question que tu t'attendais à ce qu'on te pose. Est-ce que la cohérence cardiaque, enfin ces exercices de respiration lente et profonde, euh, sont destinés à tout le monde? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que par exemple les enfants peuvent le faire? Est-ce que si on a une certaine pathologie, notamment respiratoire ou cardiaque, on peut le faire? Alors, déjà, les enfants peuvent tout à fait le faire. Il y a même des études là, j'allais dire c'est un collaborateur, c'est pas un collaborateur, c'est quelqu'un que je connais, mais on collabore pas ensemble, mais qui développe une petite animation spécifique pour les enfants, pour les aider à suivre le 5-5 de façon peut-être plus ludique. Et de toute façon, voilà, il faut rester sur ce 5-5, même chez les enfants, puisque en fait, ce délai euh, qu'on a vu là pour la résonance, etc., du baroréflexe, va être toujours le même. Et ça varie un tout petit peu, mais ça ne change pratiquement rien au temps de fréquence. Donc on peut faire ça très bien chez les enfants, sans problème. Après, il n'y a pas d'études scientifiques très importantes avant ce qu'on appelle des préadolescents quand même. Hein. Sur les petits enfants, ça n'a pas été vraiment montré, mais chez les préados et autres, il y a pas de problème. Chez tout le monde, oui. Euh, Sauf que évidemment, vous pouvez très bien imaginer que chez une femme enceinte au 3e trimestre, euh, sa cage thoracique, elle est déjà un petit peu comprimée et que c'est déjà difficile de respirer. Évidemment, je parle par expérience. Donc, on va pas demander à ces femmes en dernier trimestre, par exemple, de pouvoir diminuer la fréquence respiratoire à 6 par minute si leur volume
thoracique ne peut pas s'expandre suffisamment. Donc on peut baisser un petit peu la fréquence respiratoire. On ne s'amènera pas à 6, mais de toute façon, on a déjà des effets un peu bénéfiques. Ce ne sera pas idéal, mais ce sera toujours ça. Mais on ne peut pas avoir après un volume thoracique important. C'est un petit peu la même chose pour les patients BPCO, c'est-à-dire qui ont une bronchoconstriction chronique, notamment c'est la maladie du fumeur, hein, typiquement. C'est pareil, ces patients-là, ils ont vraiment des volumes thoraciques, c'est vraiment très difficile pour eux de respirer en temps normal, donc c'est un petit peu difficile de respirer avec la cohérence cardiaque, même s'il y a eu 1 ou 2 études qui montrent que quand même ça les aide un petit peu, justement à augmenter un peu leur volume thoracique, mais encore une fois on adapte, on ne diminue pas forcément à 6 par minute et on n'augmente pas autant que ça le volume thoracique. Merci pour ta réponse. Il y a quelqu'un qui demandait si pour l'emphysème, il y avait aussi les mêmes contre-indications. En général, c'est souvent lié aussi avec la BPCO. Quelqu'un demandait pour la schizophrénie. Alors, je n'ai pas d'études en tête, mais j'ai quelques éléments de réponse empirique. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres éléments. Alors, schizophrénie, je n'ai pas spécifiquement. Je sais que il y a euh, des aides qui peuvent être faites, notamment par la ceinture, Néoflow notamment, mais aussi par d'autres choses. Il y a des oreillers qui se gonflent ou alors qui ont des lumières qui vont varier et en fait inconsciemment ça aide la personne à respirer de cette fréquence-là. C'est important, par exemple, pour les patients autistes qui ont du mal à suivre. Si on leur dit de faire 5-5, c'est vraiment difficile pour eux de respecter ça. Je ne sais pas, les patients schizophrènes, tu as peut-être une publication en tête, une étude en tête? Alors, j'ai pas de publication en tête et de manière très empirique. C'est surtout une technique qu'on va enseigner dans les moments où la maladie est stabilisée. Oui. Euh, et on va faire de l'éducation thérapeutique et du renforcement positif autour de cette méthode où le patient va pouvoir se rendre compte qu'effectivement, il y a des effets positifs et il va auto-alimenter un cercle vertueux et il pourra se ressaisir de cette technique dans des situations stressantes, tout ce genre de choses. Mm. Mais Mm. non, moi, j'ai pas de contre-indication sur ce type de pathologie. Il y avait, on va prendre les dernières questions et puis je vois que l'heure file. Ouais. Quelqu'un demandait s'il y avait des effets sur la dépression et si oui, sur le long terme. Moi, j'ai un petit élément de réponse, effectivement, notamment sur la dépression résistante, où il y a une grosse composante stress qui est présente dans le cas de la dépression résistante et où les techniques de respiration lente peuvent être effectivement un traitement adjuvant, donc en plus des thérapeutiques, relativement efficace. Et il n'y avait pas de limite en termes de temps, donc c'était un traitement qu'on pouvait pratiquer aussi sur le long terme et qui continuait d'être efficace. Je Oui, sais pas si tu as d'autres exactement. éléments. Il faut bien garder en tête ça, hein, que c'est pas non plus euh, une pratique miracle. Ça peut, en tout cas pour les patients hein, qui ont des symptômes importants, ça sera quelque chose qui va être en adjuvant d'un traitement usuel. Et si on fait ça, et ça a été prouvé scientifiquement, notamment sur la dépression, que les résultats sont meilleurs que le traitement usuel seul. Donc c'est important, ça marche très bien effectivement pour la dépression. On a beaucoup de messages de remerciements, Caroline. Donc, moi aussi, je te remercie énormément pour cette présentation. Peut-être on peut se quitter sur une dernière question qui était quel intervalle entre 2 séances? Eh ben, pas d'intervalle, en fait, on peut pratiquer le plus souvent C'est possible. ça, c'est ça, le plus souvent possible, dès qu'on y pense, voilà, à n'importe quel moment, on est sur un banc au soleil, hop, quelques minutes de cohérence cardiaque, ça fait jamais de mal. Super. Merci beaucoup, Philippe-Antoine. Je ne sais pas si tu veux prendre le mot de la fin. Oui, ben, un grand merci, Caroline. Je pense qu'en effet, après cette présentation, on se rend bien compte que tout le monde a gagné à pratiquer la cohérence cardiaque. Et la clé pour convaincre les gens de la mise en mouvement, eh ben, ça passe justement par l'éducation et par des formations comme tu viens de faire. Ça passe aussi par un accompagnement avec des outils, parce qu'en effet, même si on a une bonne compréhension de tout ce que ça peut apporter, il faut réussir à le pratiquer le plus régulièrement possible
et à augmenter les temps de pratique pour avoir encore plus de bénéfices. Et c'est un peu du coup la mission avec NeoFlow, justement, et la ceinture de respiration que je développe. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la cohérence cardiaque devienne une pratique plaisir et ne soit pas une contrainte, parce que dans la contrainte, généralement, on n'arrive pas à être très très régulier et ça peut générer beaucoup de frustration. Donc voilà, c'est en tout cas, merci pour cette présentation de grande qualité qui, Bien, merci j'espère, à toi. va bénéficier au plus grand nombre et le replay sera donc disponible très vite. Merci à tous, Merci merci beaucoup. Caroline, merci Thomas et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous les participants pour leurs Merci. questions. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous.